continuer par parler un petit peu de la cinématique du membre supérieur. Nous, en tant que kiné, eh bien, on observe cette cinématique, la manière dont le patient est capable de lever son bras, par exemple, lors de l'élévation active. Et donc, le complexe de l'épaule, il fait partie de la chaîne cinématique du membre supérieur. Il ne faut pas penser qu'à la glénomérale quand on rééduque des épaules. La glénomérale, dans l'élévation active, c'est environ 2/3 du mouvement. Et la scapulo-thoracique, par exemple, c'est 1/3 du mouvement. C'est une partie importante de l'épaule. Et il faut savoir que le rachis cervical et thoracique participe aussi lors de l'élévation active. Et en fait, toute modification clinique d'un des éléments de cette chaîne va affecter en fait la fonction globale. Si le patient il est un petit peu raide dans la glénomérale, eh bien il y aura une élévation active qui va être un petit peu modifiée. Si on regarde maintenant donc les études de la cinématique de la scapula, eh bien on voit lors de l'élévation active que l'upward rotation, qui est la sonnette latérale et l'élévation de la scapula, est un des mouvements principaux en fait de la scapula lors de l'élévation, donc il sera vraiment à travailler en rééducation. Et puis le tilt postérieur, la bascule postérieure de la scapula qui n'intervient que dans les derniers degrés. Donc il est important pour les patients qui des fois ont des petites douleurs de fin d'amplitude. Donc ça peut être une des causes de cette limitation d'amplitude. Puis l'épaule, c'est pas que la glénomérale, c'est pas que la glénomérale et la scapula et le rachis, c'est aussi, elle fait partie de la chaîne cinétique, de tout le corps entier. Et donc les membres inférieurs, le tronc, participent aussi à la cinématique au niveau de l'épaule. Et dans la vie quotidienne, on n'a pas de travail analytique. On travaille toujours en synergie musculaire, donc en rééducation, il va falloir vraiment intégrer le corps entier dans nos exercices. Et puis enfin, ce qui est aussi très important, c'est le cerveau, puisque finalement, toute cette commande motrice, ces mouvements actifs, ils sont pilotés par le cerveau. C'est en lien avec des programmes moteurs physiologiques. L'épaule, c'est des mouvements quand même assez automatiques. On ne réfléchit jamais aux mouvements qu'on fait au niveau de l'épaule. L'épaule, elle est au service de la main, de l'appréhension notamment. Et puis on ne rééduque pas des épaules, on rééduque des patients. Des patients qui viennent aussi avec des facteurs personnels, comme par exemple la kinésiophobie, un rapport à la douleur un petit peu différent entre les patients. Oui, ça c'est pourquoi ça a commencé cette étude. On va parler de cette étude parce que souvent on nous en parle, les kinés nous en parlent, elle est citée, recitée, donc c'est pour ça qu'on va la détailler un petit peu ce soir. C'est né comme ça. Vous avez des patients qui, pour la même lésion anatomique, étaient incapables de lever le bras comme ça, c'est très difficile, et puis d'autres qui lèvent très bien. Donc c'était une question qu'on s'est posée. Et encore une fois, ça se situe dans le laps de temps dont on a dit tout à l'heure. D'accord ? C'est-à-dire rupture, puis temps où ça va pas mal. Et dans ce temps où ça va pas mal, il y en a certains qui vont bien, et puis d'autres qui vont moins bien. Et on essaie de se comprendre pourquoi. Il y a des gens qui arrivent à la consultation, ils avaient une rupture de coiffe, ils faisaient ça. Et puis d'autres, ils arrivaient à la consultation, ils avaient une rupture de coiffe, ils faisaient ça. Donc c'était la question qu'on s'est posée avec Gilles Walch. Pourquoi ? Pourquoi ? On a essayé de regarder et on a publié cet article que vous devez connaître, que vous avez sûrement déjà vu en 2015, sur la relation qu'il y a entre l'atteinte anatomique à l'épaule et les mobilités. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris 100 épaules, on les a filmées à chaque fois et on a à chaque fois pris des patients qui avaient pas de muscles. D'accord ? Parce que c'est très difficile de savoir l'étendue de la rupture. Parce que si vous avez une rupture, c'est difficile de dire ça prend tout l'infra, ça prend qu'une partie de l'infra, ça prend tout le supra, c'est difficile. Alors que si vous prenez dégénérescence graisseuse stade 4 du muscle, même s'il reste un peu de tendon, de toute façon il n'est pas fonctionnel, il n'y a pas de muscle. D'accord ? Donc on a mis des patients qui avaient des dégénérescences graisseuses complètes de certains compartiments. D'accord ? Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a vite filmé tous nos malades 2 fois, et avec Gilles Walch, on a regardé à chaque fois les vidéos. Et pour la petite histoire, on avait au départ pris que le sous-scapulaire, puisqu'on ne savait pas. On s'est dit, on a pris infraépineux, on a pris petit rond, infraépineux, supraépineux, et tout le sous-scapulaire, parce que c'était comme ça. Et il n'y avait rien qui sortait. Rien qui sortait. Statistiquement, on ne comprenait rien, c'était rien. Et puis, à force de regarder les scanners et les IRM, on s'est dit, mais il y a des fois, on dit qu'il n'y a pas de sous-scapulaire, mais il reste quand même quelque chose en bas. Il y a un truc en bas, là. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de sous-scapulaire, c'est pas vrai. Donc on a refait tous les calculs en prenant pas 4 compartiments dans la coiffe, mais 5 compartiments dans la coiffe. Petit rond, infraépineux, supraépineux, et on coupe le sous-scapulaire en 2. Et on a fait 5 types. Les types A, plus de supra, plus de partie haute du sous-scapulaire. Les types B, plus de supra, plus du tout de sous-scapulaire. Les types C, plus d'infra, plus de supra, plus de sous-scapulaire. Les types D, très fréquents, plus de supra, plus d'infra. Et les types E, plus de supra, plus d'infra, plus de petit rond. Et là, on a regardé les mobilités. Et vous voyez que quand il vous reste 2
il vous reste, pardon, excusez-moi, quand il vous reste 3 tendons sur 5, vous avez encore une bonne mobilité. Dans les types A, comme ça, il n'y a plus de supra, plus de partie du sous-scap, ils ont une bonne mobilité. Dans les types D, plus de supra, plus d'infra, ils ont une bonne flexion antérieure. Par contre, dès que vous avez 3 tendons d'atteint sur 5, ça commence à être problématique, et en particulier si ça touche devant, si ça touche le sous-scapulaire, qui est le plus important. Pareil pour les taux d'épaule pseudo-paralytiques, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'épaule pseudo-paralytique quand il y a 2 tendons d'atteint sur 3. Par contre, il y a une très forte taux de pseudo-paralysie quand il n'y a plus de sous-scapulaire. Mais simplement, vous voyez, qu'un tiers de pseudo-paralysie quand on n'a plus que en fait, le sous-scapulaire, alors qu'on n'a plus de supra, plus d'infra, plus de petit rond. Donc la conclusion, c'est que quand vous avez 3 tendons d'atteint sur 5, vous êtes en difficulté, mais que la coiffe, il y a 5 compartiments. Tant qu'il vous en reste 3 sur 5, vous avez une bonne mobilité. Ce qui explique cette dégradation. Donc vous avez au début un tendon d'atteint, puis 2 tendons d'atteint, puis pendant très longtemps vous allez bien, puis un jour vous n'en avez plus que 2 sur 5, et là vous n'allez pas bien. Et là vous expliquez pareil pour l'abduction, et pareil pour l'abduction à 90 degrés, la rotation externe à 90 degrés d'abduction. Alors, c'est pour ça qu'on a décrit ce qu'on a appelé le subscap mineur, c'est-à-dire c'est comme le teres mineur, mais en avant, oui, c'est le subscap mineur. Et on a regardé en fait après, effectivement, à la partie supérieure, on a refait des études anatomiques, la partie supérieure c'est un tendon, la partie inférieure c'est un muscle, et en fait vous avez aussi 2 nerfs, un nerf pour la partie supérieure, un nerf pour la partie inférieure. Donc on a publié ceci en disant que le sous-scapulaire, en fait, on parle que d'un muscle et d'un tendon, mais on devrait parler de 2 muscles et de 2 tendons, qui est le subscap supérieur et le subscap inférieur. Vous prenez en compte du coup